Bonjour à tous, je m'appelle Perrine et je suis professeure d'histoire dans une école de Bruxelles. Je vais vous expliquer dans cette vidéo quelles sont les questions que l'on peut se poser pour déterminer la fiabilité d'une source. En effet, c'est important d'estimer la fiabilité des sources que l'on utilise lorsque l'on fait une recherche sur un sujet. Si vous allez sur Wikipédia, vous avez des développements très importants, beaucoup de sources d'informations sur certains sujets. Par contre, malheureusement, on ne sait pas toujours savoir qui a écrit. Dès lors, on ne sait pas toujours savoir certaines choses qui permettent de déterminer si l'auteur il est fiable ou non fiable. Je vais vous aider pour déterminer, dans la mesure du possible, à déterminer des indices de fiabilité ou de méfiance par rapport à un auteur. Personne n'a 100% raison ou 100% tort. C'est pour ça que je vais simplement déterminer un certain nombre de critères. Premier critère à se poser comme question, est-ce que l'auteur il est témoin des faits qu'il raconte ? C'est comme en justice. Vous allez voir que la procédure, lors d'une enquête historique, a un certain nombre de similarités avec une enquête judiciaire. Je reviens donc à mon premier critère. Est-ce que l'auteur est témoin des faits ? Témoin des faits, cela signifie bien avoir été sur les lieux au moment des faits. Ce n'est pas simplement être contemporain. Autrement dit, est-ce que l'auteur a vu de ses propres yeux la situation qu'il raconte ? Lorsqu'un auteur est témoin des faits, ce sera quelque chose de positif. Ce sera un indice de fiabilité. Ça ne veut pas dire que tout ce que l'auteur raconte est réel, mais ça va quand même en sa faveur. C'est toujours mieux d'être témoin que de ne pas l'être. Dans une enquête judiciaire, plus on a de témoignages, mieux c'est pour la réussite de l'enquête. Lorsque l'auteur est témoin des faits, ce sera donc une raison de confiance. Lorsque l'auteur n'est pas témoin des faits, ça peut être une raison de méfiance. S'il est spécialiste, ça m'amène au deuxième critère, ça peut ne pas être un inconvénient. Mais si vous avez un auteur qui n'est pas témoin des faits et qui n'est pas spécialiste, ça peut être réellement problématique. Deuxième critère donc, est-ce que l'auteur est spécialiste, compétent, expert dans le sujet qu'il traite ? Si la personne est un spécialiste, il est censé quand même avoir au minimum certaines capacités pour pouvoir juger du sujet dont il parle. Si la personne est une experte, on pourra donc lui donner une raison de confiance. Si la personne n'est pas une experte, ça peut être une raison de méfiance. Les deux critères sont donc liés comme je viens de l'expliquer. Si vous êtes témoin et que vous n'êtes pas spécialiste, vous pouvez quand même être suffisamment informé. Inversement, si vous êtes spécialiste mais que vous n'êtes pas témoin, vous pouvez aussi être informé parce que vous avez fait vos recherches sur le sujet que vous avez traité. Ceci m'amène au troisième critère. Est-ce que la personne est bien informée, justement ? On peut, parce qu'on est témoin des faits, être bien informé, sans être un expert. On peut, parce qu'on est un expert, sans avoir été témoin des faits, être bien informé. Par contre, si l'auteur que vous avez comme témoignage n'est ni témoin des faits, ni un expert, il peut quand même être bien informé. Comment peut-on remarquer qu'une personne est bien informée ? Par exemple, lorsqu'elle cite ses sources, que ce soit en note de bas de page ou dans le corps du texte, lorsqu'elle est très précise, qu'elle donne beaucoup d'informations de détails sur qui a fait quelle chose, dans quelles circonstances, où, comment, pourquoi. Lorsque la personne donne beaucoup de détails, donc de précision sur le sujet, cela donne un certain indice de bonne information, d'être bien renseigné sur le sujet. Si la personne donc, ne donne pas beaucoup d'informations, ne cite pas ses sources, et qu'en plus elle n'est pas experte, et qu'en plus elle n'est pas témoin des faits, dans ce cas-là, on ne pourra pas considérer qu'elle est bien informée, et donc ce sera une raison de méfiance. Quatrième critère, le critère de l'opinion. Le critère de l'opinion est également lié au critère numéro 5 que je vais aborder ensuite, qui est le critère de l'appartenance idéologique. Lorsque vous faites une étude sur un sujet, il est important d'essayer d'être le plus neutre possible, le plus factuel. Autrement dit, au maximum d'écrire des faits et le moins possible émettre des opinions. Ou en tout cas, lorsqu'il y a des opinions, émettre votre opinion après avoir décrit les faits. Je prends un exemple très concret qui n'a rien à voir avec l'histoire. Si vous observez un ciel bleu avec du soleil, 90% des gens vont dire « il fait beau aujourd'hui ». Lorsque vous dites « il fait beau », vous êtes déjà dans une opinion sur une description de la météo. Si vous dites « le ciel est bleu, il y a du soleil », c'est factuel, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est à appliquer donc, que ce soit pour des sujets polémiques également. C'est parfois très difficile, quand on est sur des sujets polémiques, que d'arriver à prendre distance entre le fait et la manière dont on voit personnellement les choses.
Lorsque vous n'émettez pas d'opinion, c'est la meilleure solution, c'est le plus adéquat finalement. Ce sera une raison de confiance, lorsque vous n'êtes que dans la description de faits. Lorsqu'il y a des opinions, on peut voir les choses de différentes façons. Si la personne commence par présenter les faits et après seulement présenter son opinion en assumant la partie où c'est son opinion, là, on pourra quand même démontrer qu'il y a une certaine honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que la personne ne cherche pas à faire passer son opinion pour un fait. Elle laisse au lecteur la possibilité de voir les choses autrement. Comment remarque-t-on qu'une personne assume que c'est son point de vue? Lorsque la personne dit « à mes yeux, selon moi, je trouve que », ce sont donc des exemples qui permettent de voir que la personne assume sa vision des choses. Autre chose, est-ce que la personne étaye ses propos, argumente ses idées? Si la personne émet une opinion, mais ne les argumente pas, ce sera évidemment plutôt une raison de méfiance. Si la personne émet une opinion en la faisant passer pour un fait, donc sans l'assumer, et en n'argumentant pas bien, ce sera plutôt une raison de méfiance. Par contre, si la personne fait la distinction entre les faits, ce qu'elle en pense, et aussi qu'elle argumente son point de vue, on pourrait y voir là donc une démarche d'honnêteté intellectuelle, comme finalement dans une dissertation. Le critère 5, donc le critère de ce que j'appelle l'appartenance idéologique. Est-ce que la personne qui s'exprime appartient à un certain milieu qui peut être plus ou moins impliqué à propos des faits dont la personne s'exprime? Je vais prendre un exemple de nouveau qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais vous allez comprendre. Lorsque vous avez un match de foot où deux pays s'affrontent, est-ce que vous aurez un arbitre qui appartient à l'un des deux pays qui s'affrontent? Non. Et vous allez me dire, c'est normal puisqu'il va être influencé par son pays, il va avoir tendance à défendre son pays. Eh bien, c'est tout à fait la même chose dans un document, notamment historique. Il est toujours préférable d'essayer d'avoir des témoignages, dans la mesure du possible, de personnes qui ne sont pas trop influencées par leur appartenance idéologique. Si vous avez deux pays en guerre et que vous appartenez à un des deux pays qui s'affrontent, vous allez avoir tendance peut-être à défendre votre pays. Cela peut concerner deux pays, cela peut concerner un enjeu sociétal entre différentes classes sociales, cela peut concerner un conflit de religion, cela peut concerner donc toute une série de critères et d'aspects différents de la vie. Alors, ça ne veut pas dire que si vous appartenez à une idéologie, que d'office vous allez mentir. Mais lorsqu'il y a une opinion, cela peut s'expliquer en grande partie, fréquemment, par une appartenance idéologique. 6e critère, est-ce que la personne qui s'exprime, elle est confortée dans son témoignage par d'autres témoignages qui iraient dans le même sens? C'est comme en justice, on essaye d'avoir le maximum de témoignages possibles pour tenter d'aboutir à une approximative vérité. Si on a plusieurs témoignages qui vont dans le même sens, je n'ai pas dit qu'ils avaient d'office raison, mais cela donne plus de probabilité pour que ce soit vrai. Inversement, lorsque vous avez plusieurs témoignages et qui sont tous plus ou moins en opposition ou discordants, ça veut dire que au moins une personne, voire peut-être tout le monde, ment en partie, ou peut-être se trompe, c'est pas toujours un mensonge intentionnel, cela peut être des erreurs inconscientes. Donc plus les témoignages vont dans le même sens, plus il y a de chances pour que ce soit vrai. Inversement, plus les témoignages sont contradictoires, plus il y a de chances pour qu'il y ait au minimum une erreur chez une des parties, voire peut-être en partie chez tout le monde. Et ça peut s'expliquer aussi donc en partie par l'appartenance idéologique, que l'on a vu juste avant. 7e critère, est-ce que la personne qui s'exprime le fait dans ce que j'appelle un contexte passionné? Autrement dit, au moment où un événement plus ou moins tragique se passe et que c'est à propos de cet événement que la personne doit parler. Lorsque c'est le cas, lorsque vous vivez l'événement, que vous êtes encore dedans, qu'il n'y a pas encore eu assez de recul temporel, il n'y a du coup pas encore suffisamment de recul émotionnel par rapport à l'événement. Et donc, on peut manquer d'objectivité. Lorsqu'un certain temps est passé, alors il n'y a pas de temps défini, ça peut être quelques semaines, quelques mois, quelques années, selon l'événement, selon sa gravité, selon l'impact que cela a pour nous, mais plus il y a de temps écoulé, moins il y a de chances que nous soyons encore sous l'influence de nos émotions, et plus il y a de chances pour que nous soyons objectifs. C'est ce que j'appellerais le contexte dépassionné. Dans ce cas-là, ce sera plutôt une raison de confiance. A l'inverse, lorsque nous sommes dans l'émotion, on peut avoir donc tendance à être pris par ces émotions, par cette passion, ce contexte passionné, et ça peut donc être une raison de méfiance. Voilà donc les critères principaux qui me permettent d'établir pour mes élèves un certain indice de fiabilité ou de méfiance. D'autres critères qui peuvent influencer la fiabilité, qui sont accessoires, dont je vais rapidement parler, et puis je terminerai cette vidéo, c'est par exemple, lorsque vous avez affaire au témoignage d'un ministre. Un ministre, il est censé connaître au minimum ses dossiers.
Donc c'est ce que j'appellerais le critère de la qualification de l'expertise. Toutefois, chaque ministre appartient toujours à un parti politique, donc défend un certain nombre d'idées. Et donc, deux ministres qui auraient les mêmes dossiers en charge, s'ils ne sont pas du même parti politique, ils n'auront peut-être pas la même vision des choses. Donc voilà, ça peut être le ministre connaît ses dossiers en tant qu'expert, mais d'un autre côté, il a une appartenance idéologique. Donc ça peut être une raison de méfiance. Autre cas de figure, lorsque vous écrivez comme témoin des faits, mais des années après les faits. Alors, le côté positif, c'est que vous n'êtes plus dans le contexte passionné. Par contre, plus le nombre d'années est important par rapport aux faits, plus vous pouvez avoir tendance à les avoir oubliés en partie. C'est pas toujours intentionnel, hein, c'est normal, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des robots, et donc par définition, nous sommes imparfaits. Ça ne veut pas dire qu'un tel témoignage n'a pas d'intérêt et qu'il n'y a pas certaines choses qui sont vraies. Mais plus il y a d'années écoulées, plus il peut y avoir des choses qui ont pu être oubliées, déformées avec le temps. Et donc, un seul témoignage en justice, c'est comme en justice. Hein. Donc, ce n'est pas sur base d'un seul témoignage que l'on doit se faire une idée, un point de vue sur un sujet. C'est en confortant un maximum de témoignages que l'on tente d'aboutir à une approximative vérité. Dans tous les cas, réfléchissez, apprenez donc à bien vous poser certaines de ces questions essentielles. Je les rappelle. Est-ce que l'auteur est témoin? Est-ce que l'auteur est un spécialiste? Est-ce que l'auteur est bien informé? Est-ce que l'auteur exprime des opinions? Est-ce que l'auteur a une appartenance idéologique? Est-ce que l'auteur est confirmé ou contredit par d'autres témoignages? Est-ce que l'auteur écrit dans un contexte passionné ou dépassionné? Voilà donc les critères essentiels et les questions importantes à se poser pour déterminer la fiabilité d'une source. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée.